Pourquoi les pauvres votent à droite de Thomas Frank, postface, l'Armageddon de la guerre culturelle. La campagne présidentielle de 2004, bien souvent décrite par les partisans des deux camps comme la plus importante de leur vie, offre suffisamment d'illustrations de l'usage de la réaction comme stratégie électorale gagnante pour, pour qu'elle mérite d'être étudiée par les amoureux de la politique dans les décennies à venir, à la manière dont les cadets de West Point étudient les exploits militaires ou les diplômés en communication, le moyen de dépenser des millions de dollars à seule fin de créer un jingle facile à retenir. De son côté, le candidat démocrate a adopté le centrisme ambiant de son parti, cherché à séduire sur sa droite, affirmer son soutien à la guerre en Irak et éviter toute prise de position dans le domaine économique susceptible de lui coûter le soutien financier de certains milieux d'affaires. Devant cette approche excessivement timorée et constatant qu'on offrait si peu à la base du parti, les électeurs démocrates n'avaient plus pour seule raison de voter que leur aversion personnelle pour le président Bush. Quoi qu'il en soit, on jugea que cette stratégie protégeait les démocrates des éternelles accusations de laxisme libéral. Observant la stratégie des démocrates en 2004, un néophyte en politique américaine aurait pu s'imaginer qu'ils étaient au pouvoir tant ils se montraient peu enclins à critiquer l'occupant de la Maison-Blanche. De leur côté, les républicains jouaient un jeu totalement différent. Ce qui distingue le conservatisme réactionnaire, c'est qu'ils envisagent la politique non en l'avocat de l'ordre établi ou en aristocrate bien élevé, mais bel et bien en travailleur moyen scandalisé par les décisions que lui impose l'élite, libérale bien sûr. Cette manière de voir était parfaitement résumée durant la campagne par un ex-candidat républicain à l'investiture, Gary Bauer, qui expliquait que Monsieur Tout-le-Monde ne comprend pas les raisons des changements qui alternent le monde et sa culture, ni qu'on ne lui demande pas son avis. Formule puissante qui, autrefois, aurait pu être un slogan de la gauche combattante et égalitaire. Ce que Bauer nous rappelle là, c'est que le conservatisme réactionnaire a plus à savoir avec le sentiment d'être agressé qu'avec la satisfaction de ses revendications. Il est à la fois des voix sans nom. Il est à la pardon. Il est à la voix des sans-voix et non celle des puissants. Et c'est au cours des élections de 2004 qu'il s'est exprimé le plus clairement et le plus furieusement. Du côté républicain, la seule démonstration de centrisme fut le défilé des modérés du parti de Madison Square Garden, démonstration qui visait plus à pacifier et rassurer les médias qu'à séduire de nouveaux électeurs. À l'écart des caméras, c'était une toute autre affaire. Pour le stratège républicain Karl Rove, il s'agissait d'une élection mobilisatrice dans laquelle la victoire irait au parti qui rallierait au mieux ses partisans. En pratique, il fallait tout miser sur la réaction en organisant des élections au niveau des États fantastiques. Au niveau des États, fantastique mobilisation des électeurs faisant appel aux convictions religieuses et à une certaine paranoïa qui invitait les électeurs à se convaincre que la tyrannie de ces snobs de libéraux surpassait, et de loin, tout ce que j'ai pu décrire dans les chapitres précédents. Le comportement de Sam Brownback à la convention républicaine en fournit un exemple parfait. Le 31 août 2004, lors de son discours devant l'Assemblée des délégués et aux yeux du monde entier, ce pieux représentant du Kansas se présenta comme un républicain consciencieux et réfléchi, qui ne souhaitait que s'opposer au mal et faire cesser les persécutions religieuses à l'étranger. Mais dans une réunion privée des chrétiens évangélistes intitulée « Rassemblement pour la foi, la famille et la liberté », elle fit bien qu'intime l'objet d'une couverture médiatique impressionnante. Il retrouva la rhétorique réactionnaire habituelle en se plaignant devant un auditoire exclusivement constitué de conservateurs chrétiens que la presse s'en prenait à eux comme s'il y avait quelque chose de mal dans la foi, la famille et la liberté, et en exhortant à gagner cette guerre culturelle. Au cours de ce rassemblement, un film intitulé George W. Bush, Foi à la Maison-Blanche fut projeté en avant-première. Ce film, distribué ensuite dans les églises du pays, présentait le président comme le guerrier irremplaçable et fondamental de Dieu sur la terre. Aux yeux des militants conservateurs de base, cette élection était l'Armageddon de la guerre culturelle, et ils étaient les soldats de Dieu. Les habitants de la Virginie occidentale et de l'Arkansas reçurent même des courriers émanant du Republican National Committee, les avertissements que les libéraux interdiraient la Bible s'ils le pouvaient.
dans de nombreux autres États, ont mobilisé les électeurs par des propositions d'amendements constitutionnels contre la menace illusoire du mariage homosexuel. Acte déjà illégal dans la quasi-totalité des États, mais qui, selon les activistes conservateurs, représentait néanmoins une menace aussi mortelle qu'imminente contre la civilisation américaine. Pour la première fois, le président de Focus on the Family, John Dobson, apporta explicitement son soutien à un candidat à la présidentielle, proclamant que tout ce qui nous est cher est en danger, et s'exprimant dans de gigantesques rassemblements de chrétiens évangéliques à travers tout le pays. Le Republican College lui-même entra dans la danse, abreuvant le pays de courriers demandant aux destinataires d'envoyer au président Bush $1000 et un badge à l'effigie du drapeau, pour qu'il sache que des milliers de personnes lui confèrent le bouclier divin afin de le protéger des jours difficiles qui l'attendent. Au même moment, une association baptisée l'American Veteran in Domestic Defense, ancien combattant pour la défense civile, acheta les 10 commandements, la sculpture qui avait été enlevée du bâtiment de la Cour suprême d'Alabama l'automne précédent. Et il la présenta dans tout le pays de manière à ce que cette sainte relique, témoignage physique de la tyrannie du libéralisme et de la persécution des chrétiens, puisse inspirer la peur aux infidèles et répandre la colère parmi les justes. Petite note sur la American Veteran in Domestic Defense. Cette association a déclaré que les anciens combattants américains ont défendu l'Amérique contre ses ennemis extérieurs. Nous avons désormais un certain nombre d'ennemis intérieurs éparpillés dans notre pays tant aimé. Elle a donc dressé une liste qui permet de clarifier les choses pour ceux que l'expression ennemi intérieur surprendrait. Il s'agit du système judiciaire, de la réserve fédérale, des impôts, de l'agence de l'énergie nucléaire, de l'ACLU, des médias d'information aux penchants socialisants et de la conspiration menée par une industrie cinématographique immorale. Donc voilà, ça fait des listes de ce qu'ils n'aiment pas. Outre cette guerre culturelle, les électeurs étaient également mis à l'épreuve du plus vulnérable des mélodrames réactionnaires, la trahison de la jeunesse dorée pendant la guerre du Vietnam. Petite note de bas de page, la quasi-totalité des récriminations conservatrices concernant l'époque du Vietnam mentionne systématiquement l'influence du mouvement pacifiste. Par exemple, le fascicule anti-Kerry, publié par l'American Conservative Union, affirme que, comme nombre de fils de famille aisée, John Kerry a rejoint la soi-disant nouvelle gauche dans ses attaques incessantes contre l'Amérique. Un certain nombre d'anciens compagnons d'armes de Kerry, rassemblés sous le nom de Swift Board for Truth, comité Swift pour la vérité, déclarent que le candidat démocrate était un menteur qui ne méritait pas les médailles gagnées au combat et que son militantisme postérieur en faveur du pacifisme n'était ni plus ni moins que la trahison des hommes aux côtés desquels il avait combattu dans le sud-est asiatique. Peu importe que les accusations tapageuses des Swifties, comme la droite aimait à les appeler, se soient effondrées par la suite, comme il importe peu que les principales personnalités de l'administration Bush eussent tout fait pour ne pas aller au Vietnam alors que Kerry s'était engagé volontairement. Note sur les Swifties, l'amertume de classe est toujours perceptible dans les attaques des Swift Vets. Les publicités télévisuelles produites par cette organisation font tout leur possible pour souligner la modestie de la profession de ses membres. Un journaliste remarque, après nous avoir informé, qu'il reproche surtout à Kerry son engagement dans le mouvement pacifiste, tandis que Kerry a fait depuis une brillante carrière politique. Eux ont travaillé comme enseignants, comptables, gardiens ou manœuvres. Lorsqu'il s'est porté candidat, en s'appuyant en partie sur ses états de service militaire, leur ressentiment a fini par exploser. Donc, tout comme il importe peu que le Pentagone, sous l'autorité du secrétaire de la Défense, Donald Rumsfeld, ait envoyé des soldats insuffisamment armés sur le terrain, le scénario réactionnaire l'emporte toujours sur les faits les plus avérés, et selon la mythologie, les conservateurs sont toujours des patriotes fervents qui aiment leur pays
et se trouvent pour cela persécutés, alors que les libéraux, qui sont soit des mauvais artistes aristocrates, soit des intellos, sont toujours prêts à vendre leur pays à l'ennemi dès que l'occasion s'en présente. Durant un temps, presque toutes les informations semblent confirmer ce fantasme réactionnaire. Par exemple, lorsque CBS News se pencha sur les années passées par George W. Bush dans la garde nationale et en tira des conclusions fondées sur de faux documents, la sempiternelle dénonciation des penchants libéraux des médias fit sa réapparition. Si les mensonges des Swifties n'avaient pas réussi à discréditer la campagne républicaine, le faux pas de CBS fut immédiatement présenté non comme une malencontreuse erreur, mais comme un coup politique, une preuve ultime que les médias nationaux voulaient la peau des conservateurs. Puis du l'épisode qu'il faut bien considérer comme le coup le plus déraisonnable que les libéraux aient pu concevoir au cours d'une élection. En octobre 2004, le journal anglais The Guardian lança une campagne destinée à convaincre un comté populaire de l'Ohio très disputé de voter contre le président Bush. Il s'agissait de faire adresser par les lecteurs britanniques du Guardian des courriers personnalisés aux lecteurs de l'Ohio, dont le journal s'était procuré les noms et les adresses dans les registres électoraux. Comme il fallait s'y attendre, ces électeurs n'appréciaient guère qu'une bande d'érudits européens leur fasse la leçon sur la folie de leur président. De fait, toute cette histoire colle si bien au scénario réactionnaire que les éditorialistes et les présentateurs de radio n'eurent même pas à débiter leurs habituelles critiques contre les tarlouses et autres siroteurs de thé de l'élite libérale qui estime toujours en savoir plus que les autres. L'arrogance du projet sautait suffisamment aux yeux. Ce comté avait voté pour Al Gore en 2000, mais en 2004, à l'image de l'État dans son ensemble, il choisit Bush. D'ailleurs, pourquoi ne l'aurait-il pas fait ? Des journalistes libéraux aux étranges arrogants, ou que l'on regarda, le monde se conformait parfaitement au scénario réactionnaire. Mais l'illustration la plus éclairante de la mentalité réactionnaire vint toujours d'un témoignage personnel. L'histoire de celui qui finit par réaliser que les libéraux ne sont pas les amis des gens ordinaires, bien au contraire. Par le passé, ce sont des personnalités telles que George Wallace, Norman Podhoretz et Ronald Reagan qui déclaraient n'avoir pas quitté le Parti démocrate, mais avoir été quitté par lui. En 2004, ce rôle revint à Zell Miller, sénateur démocrate de Géorgie, dont les accusations furieuses contre les collègues libéraux lancées du haut de l'estrade de la Convention républicaine provoquèrent une extraordinaire excitation dans les cercles conservateurs. Miller affirma tout bonnement que l'ensemble de ce que les réactionnaires avaient suspecté depuis toujours était vrai. Le problème crucial de la politique américaine est que les démocrates ont dérivé trop loin sur leur gauche. Que ces mêmes démocrates sont dirigés par des traîtres à leur patrie, pour qui l'Amérique est le problème et non la solution. Que leur candidat à la présidentielle est si imbu de sa francitude. Accusation classique à l'encontre des classes supérieures qui laisseraient Paris décider si l'Amérique doit se défendre ou non. On peut s'étonner que Zell Miller ait attendu jusqu'en 2004 pour comprendre tout cela. Un homme qui est démocrate depuis les années 50 et dont chacune des critiques favorites appartiennent au répertoire réactionnaire le plus classique, il aura donc traversé les années 1960 de Barry Goldwater et de George Wallace, les années 70 d'Archie Bunker et de Dirty Harry, les années 80 de Ronald Reagan et les années 90 de Newt Gingrich, avant de se décider à passer à droite. Bizarrement, ce même Zell Miller était autrefois connu comme le formidable bretteur social de gauche qui, dans un discours fameux de 92, avait qualifié Bush l'ancien d'aristocrate, ignorant et ne sachant pas ce qu'était que travailler dur, ou encore qui avait ridiculisé Dan Quayle par cette formule mémorable. Tout le monde ne peut pas être né riche, beau et chanceux, c'est pourquoi le Parti démocrate existe. Mais durant les élections de 2004, toute la colère de classe se trouvait dans l'autre camp. Désormais, c'était le candidat démocrate dont le mode de vie aristocratique se trouvait en permanence remis en question et qui ne pouvait pas faire un geste sans évoquer son rang social élevé. L'état-major et républicain a jubilé et taxé le candidat libéral d'élitisme en dénonçant ses manières affectées et bourgeoises, son goût supposé pour le fromage français, la prétendue méconnaissance par sa femme du chili con carne, sa demeure et son yacht, sa pratique du snowboard et du windsurf,
des vacances avec les célébrités sur l'île de Nantucket, le secrétaire d'État du commerce déclara même qu'à ses yeux, John Kerry avait l'air d'un Français. Le président de la majorité de la Chambre des représentants se mit à commencer tous ses discours par la même formule. Bon après-midi, ou, comme le dirait John Kerry, bonjour. En français dans le texte. La National Rifle Association, la NRA, résuma brillamment toute cette mentalité par une affiche où l'on pouvait voir un caniche accoutré d'un t-shirt de soutien à Kerry et portant des rubans roses surplombant le slogan suivant. Ce chien ne chasse pas. Donc, petite note sur la NRA. Lobby ultra-conservateur particulièrement influent la NRA défend la liberté de porter des armes à feu en tant que droit protégé par le Bill of Rights. Créée en 1871, la NRA revendique aujourd'hui plus de 4 millions de membres. Son ancien président, Charlton Heston, fut vivement mis à mal par Michael Moore dans son documentaire Bowling for Columbine. Et note sur ce chien ne chasse pas, en réalité les caniches sont bel et bien des chiens de chasse qui ont été dressés durant des siècles à aller chercher dans l'eau des canards abattus. Le manteau qui les caractérise bien souvent était destiné à les aider dans cette tâche, en gardant le corps du chien bien au sec, tout en le laissant libre de ses mouvements. C'est marrant ça, on apprend des choses. Désormais, c'était le fils de l'aristocrate élu en 92 qui attirait les foules en délire dans les villes sidérurgiques et les régions minières en perdition. C'était l'ennemi acharné des syndicats, dont les discours publics pleins de ferveur religieuse parvenaient à convaincre tout le monde qu'il partageait nos valeurs. L'homme qui avait réduit la fiscalité sur les bénéfices, sur les héritages était censé être, à en croire le slogan électoral le plus fameux de la campagne, l'un des nôtres. George W. Bush était authentique, et John Forbes Kerry, comme tous les libéraux, n'était qu'un snobinard aristo à un ponte de Boston qui ne connaissait rien aux difficultés de l'américain moyen. Je n'ai cessé, durant la campagne, d'entendre cette forme tragique inversée de la réalité sociale. De la part de cette femme de ménage qui votait Bush parce qu'elle ne pouvait pas supporter d'avoir un riche comme président, de la part de la foule de gens à qui on avait coupé l'électricité et qui affichaient néanmoins des autocollants pour Bush sur leur voiture. Mais j'ai sans doute été le témoin de la plus poignante illustration de ce phénomène en Virginie occidentale, l'un des États les plus pauvres du pays. En passe de devenir l'un des bastions conservateurs, le plus gros employeur du coin est Walmart. Et les luttes qui ont opposé les travailleurs et les patrons des mines locales ont inspiré en leur temps une conscience de classe particulièrement aiguë. La région n'a pas grand-chose à attendre des cadeaux fiscaux accordés aux entreprises, ni de la guerre que mène Bush aux syndicats. Mais si la classe est désormais réellement plus une question d'authenticité culturelle que d'intérêt concret, alors John Kerry avait autant de chances de l'emporter en Virginie occidentale que le caniche de la NRA de rapporter à la nage un canard abattu. Visitant les vallées et la ville minière reculée de cet état, j'ai pu voir des posters en faveur de Bush décorer les plus humbles masures et autres mobilhomes. Et les électeurs à qui je parlais m'ont tous avoué qu'ils allaient voter républicain à cause de sujets comme l'avortement et le contrôle des armes. À Charleston, en Virginie occidentale, un militant conservateur me dit que quand on voit ces photos de Bush dans son ranch au Texas, avec son jean et son chapeau de cow-boy, on comprend que c'est authentique. Et notre homme de continuer, j'étais à Beckley quand il est venu il y a 2 semaines. Cette foule, 4000 personnes. On entendait qu'ils aimaient ce type. Personnellement, ça ne s'invente pas. On peut pas tricher avec un truc comme ça. Ils l'aiment, ils sont avec lui, ils pensent qu'il les comprend, et c'est ce que je pense aussi. La Virginie occidentale a voté pour Bill Clinton, Michael Dukakis, prétendant à la présidence en 88, et tous les candidats démocrates depuis Franklin Roosevelt. Nos dernières élections, c'est le candidat républicain qui l'a emporté avec 13% d'avance. Cette certitude que George W. Bush comprend les difficultés de la classe ouvrière n'a pas pu être possible qu'avec l'aide involontaire de la campagne démocrate. Une fois, de plus, le Parti du peuple a décidé de sacrifier sur l'autel du centrisme la posture économique qui lui valait auparavant la faveur de cet électorat. Sur les conseils d'un bataillon de consultants, has-been, dont la plupart avaient travaillé durant les années
Des années pour les entreprises Kerry. Pour les entreprises, Kerry a choisi de ne pas trop parler de la corruption des milieux de Wall Street ou des étranges pratiques de Walmart, ni de trop s'appesantir sur la question du salaire minimum. Situation d'autant plus ironique que Kerry est sans doute le mieux placé pour faire de telles critiques puisqu'il avait été l'un des rares démocrates d'envergure nationale à soutenir Spitzer dans sa tentative de faire le ménage dans l'industrie des fonds communs de placement. Cette stratégie, qui a eu un résultat précis, le financement de la campagne de Kerry, s'adressait aux mêmes généreux donateurs que celui des républicains. Les journaux publiaient des articles enthousiastes sur certains millionnaires de la nouvelle économie qui proposaient de soutenir les démocrates et les pages société des magazines offraient des détails croustillants sur ces femmes très en vue qui offraient leur fortune aux candidats de ce parti. On ne peut douter du résultat final de cette stratégie, comme le fit remarquer le journaliste politique Rick Perlstein après l'élection. Pour un parti dont le principal avantage sur son adversaire est sa crédibilité, quand il s'agit de protéger les gens humbles de l'insécurité économique, tout ce qui peut compromettre cette crédibilité est désastreux. Le fait de balayer d'un geste le libéralisme économique a également empêché les démocrates de souligner l'aveuglante contradiction de la campagne de leur adversaire, la tendance du Parti républicain à oublier, une fois les élections gagnées, la question des valeurs. Si les républicains ont pu paraître d'authentiques guerriers de Dieu aux yeux des électeurs de Beckley en Virginie occidentale, il m'a semblé évident, lorsque je me suis rendu à différentes réunions organisées autour de la Convention républicaine, qu'ils restaient avant tout les guerriers du monde des affaires, dont ils courtisaient, à leur manière habituelle, les principaux membres. Je pense par exemple à la fête donnée par la bijouterie Cartier de la 5e avenue en l'honneur du représentant de la Chambre, David Dreher, désigné par Bush pour s'occuper de la privatisation de la sécurité sociale. Et à tous les participants de cette fête qui sortaient de la bijouterie avec leurs petits sacs rouges pleins de cadeaux sous le bras. Ou encore à la fête donnée par Grover Norquist au New York Yacht Club. Où des hommes et des femmes extrêmement élégants se réjouissaient des réductions fiscales promises par les républicains et se moquaient des soldats décorés de la Purple Heart. Au beau milieu des témoignages photographiques des exploits nautiques de l'époque glorieuse des barons voleurs, quand les impôts étaient ridiculement bas, la main-d'œuvre bon marché et que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Petite note sur le Purple Heart. Au cours de cette réception, on m'a donné un autocollant décoré de la Purple Heart, médaille militaire accordée aux personnes blessées ou tuées au service militaire américain, qui portait un texte se moquant des blessures de guerre de Kerry. Le message était clair. Si un libéral pouvait obtenir la Purple Heart, c'est que cette distinction n'était qu'une vaste plaisanterie. Mais l'événement le plus grandiose est certainement la fiesta offerte par un groupement de mouvements conservateurs du Gotham Hall de Manhattan, ancien siège d'une banque qui, avec ses colonnades et ses plafonds dorés, fait songer au Panthéon de Rome. De nombreux bras dispensaient les inévitables eaux norvégiennes, bières belges et autres scotch pur Malte aux avocats d'entreprise et représentants de Wall Street. Le prétexte de cette fête était une émission spéciale du talk show présentée par Michael Reagan. Le fils de l'ancien président était assis dans une sorte de loge très au-dessus de la scène pendant que les plus fameuses célébrités du mouvement, j'ai ainsi pu voir entre autres le très musclé J.C. Watts, que la squelettique Ann Coulter même, faisaient la queue comme des navires de guerre devant le canal de Panama pour exprimer à son micro leur colère personnelle contre l'élite libérale. Les superstars conservatrices firent leur démonstration de populisme et les millionnaires portèrent des toasts à leurs héros. Mais juste au-dessous du plafond de Gotham Hall, j'ai remarqué cette inspiration étrangement appropriée. N'ayant que très peu, vous ne risquez pas grand-chose. Mais possédant beaucoup, prenez bien soin de protéger vos biens.
En 2004, la guerre culturelle a très certainement protégé ceux qui avaient le plus. Au lendemain des élections, les libéraux furent surpris d'apprendre que, du moins, d'après les sondages effectués à la sortie des urnes, les valeurs morales devançaient de loin les autres questions dans le vote des électeurs. Note de bas de page, les valeurs morales étaient les plus importantes pour 22% de l'électorat, parmi lesquels 80% votaient pour Bush. Alors que les questions économiques intéressaient 20% des électeurs et que le terrorisme et l'Irak rapportaient respectivement 19 et 15%. Ce sondage fait l'objet de nombreuses critiques pour son caractère flou. Et cela me semble justifié. Par exemple, alors que toutes les autres options étaient assez précisément énoncées, celle des valeurs morales n'était aucunement définie. Que mettons sous cette étiquette? Se soucier d'économie ou de l'Irak n'est-il pas également une question de moralité? Je soupçonne que la question fut délibérément conçue pour identifier les électeurs conservateurs engagés dans la guerre culturelle, le terme valeur fonctionnant comme une sorte de slogan dans la campagne de Bush. Quoi qu'il en soit, rien ne peut effacer ces 22%. En outre, on ne peut pas non plus ignorer l'étonnement avec lequel ce chiffre fut reçu dans les cercles libéraux. Plus tard dans la même journée, le président réélu George W. Bush présentait les objectifs de ce second mandat. Faire de l'Amérique un pays plus moral n'était pas une priorité. Non, ses objectifs étaient essentiellement économiques. Il allait privatiser la sécurité sociale une bonne fois pour toutes et réformer la législation fiscale fédérale. L'autre gagnant est le monde des affaires, titra le Wall Street Journal du 4 novembre, alors que les patrons américains se réjouissaient du résultat de l'élection, qu'ils considéraient comme la porte ouverte aux délocalisations et à la déréglementation du travail. La bourse fit un bond de 8% au cours des dernières semaines de la même année, anticipant toutes les merveilleuses choses promises par les républicains dotés de leur nouveau capital politique. À Washington, la question des valeurs morales sembla se dissiper d'elle-même une fois l'élection passée. Le sénateur républicain Arlen Specter, futur président de la très puissante commission juridique du Sénat, n'attendit qu'une journée pour annoncer au pays que sa commission ne soutiendrait pas les juges qui souhaitaient remettre en cause la décision de justice Roe vs Wade. En janvier 2005, la grande croisade contre le mariage homosexuel, qui avait si bien réussi aux républicains dans de nombreux États, fut abandonnée par le président. Il y avait après tout des choses bien plus importantes à faire. La guerre contre les procès gigantesques intentés à différentes industries, ou encore la nécessité de convaincre les gens que notre vieux programme d'assurance sociale, assez efficace dans l'ensemble, était définitivement en crise. Pendant ce temps, les démocrates abasourdis tenaient des réunions d'introspection à Washington, écrivaient des éditoriaux dépressifs dans lesquels ils affirmaient qu'eux aussi tenaient à certaines valeurs. Puis ils sont rentrés chez eux à Noël pour panser leur plaie. Mais les réactionnaires ne prennent pas de vacances. Loin de déclarer une trêve pour l'occasion, les conservateurs triomphants poussèrent leur avantage au cours de la panique de Noël. Tous les commentateurs conservateurs du pays se scandalisèrent de la manière dont l'élite libérale avait gâché la fête favorite de tout à chacun dans leur volonté maléfique de nuire aux habitudes du bon peuple chrétien de l'Amérique moyenne. Tout commença par la décision d'une poignée de villes et d'administrations scolaires, comme à chaque fois, l'impressionnant battage médiatique de la réaction ne reposait que sur 3 ou 4 exemples, d'interdire les scènes de nativité dans les lieux publics et les chants ouvertement religieux dans les écoles publiques. La réaction atteignit des niveaux de paranoïa impressionnants. On vit des présentateurs de radio alliés aux éditorialistes de la presse et aux principaux membres de l'église évangélique se prétendre écraser sous la botte du libéralisme arrogant, des fascistes culturels, des djihadistes gauchistes voulant la peau de Jésus, des libéralos nazis anti-Noël, et que ceux qui croient que Dieu est l'ennemi, sectarisme religieux effrayant, écrivit un éditorialiste tandis qu'un autre s'emportait contre la négation du droit des gens à pratiquer librement leur religion. Un troisième reprenait la liberté religieuse des chrétiens est tous les jours menacée davantage. Selon Jerry Falwell, les mouvements gauchistes tentaient de façonner l'Amérique à l'image de leur monde sans Dieu. Et selon Pat Buchanan, ils font preuve de la haine la plus profonde à l'égard de Noël. Sean Hannity et Michael
Medved sortir un CD dans lequel il regrettait la nouvelle agression culturelle contre les caractéristiques chrétiennes de Noël. Paul Weyrich s'imaginait être la victime de criminels qui voulaient la peau de Dieu, et appelait tous ses lecteurs à s'opposer courageusement aux agresseurs libéraux, en déclarant « Nous sommes là, nous ne partirons pas. C'est Noël, il faudra faire avec. » Comme à son habitude, Ann Coulter se fendit de sa petite démonstration d'ironie sur cette majorité persécutée en avouant que ses lecteurs qu'elle appartenait à une petite communauté religieuse qui célébrait la naissance de Jésus. Quant à Bill O'Reilly, il dénonçait un mouvement parfaitement organisé qui suivait une stratégie consistant à minimiser la naissance de Jésus parce que la religion constitue un obstacle au mariage homosexuel, à l'avortement, à la législation, de la drogue, à l'euthanasie et à de nombreuses autres questions du même genre. Un conservateur moins célèbre ajouta son grain de sel à cette vision de la conspiration libérale, sa découverte que les libéraux avaient lancé leur attaque parfaitement coordonnée contre Noël immédiatement après la défaite du sénateur Kerry, relevant ainsi qu'il s'agissait d'une partie de leur plan pour l'emporter en 2006-2008. Partout en Amérique, un bon vieux Noël classique et rouge, comme ceux que nous connaissons depuis toujours, bien qu'un peu plus tendu, mit fin à une année supplémentaire de tribulation libérale. Les gamins aux grands yeux rayonnants eurent un peu de mal à s'endormir après avoir appris comment les Américains moyens avaient été méprisés par des journalistes tordus et une administration scolaire perverse. Leurs vertueux parents s'imaginaient se battre contre la Gestapo libérale chaque fois qu'ils disaient Joyeux Noël. Des visions de vertueuses persécutions dansaient dans la tête de tous, tandis que les démocrates abasourdis erraient comme des âmes en peine pour un nouveau long sommeil d'hiver. Puis un miracle se produisit. En 2006, les libéraux se souvinrent de qui ils étaient et de leur raison d'être. Bien sûr, toutes les armes de l'arsenal de la guerre culturelle furent, comme d'habitude, braquées sur eux. Le mariage homosexuel, l'avortement, le monument aux 10 commandements, etc. Mais cette fois, ce fut en vain. Le si grand enthousiasme qui avait caractérisé le début de la guerre en Irak avait entre-temps tourné au vinaigre, et l'avalanche spectaculaire de scandales impliquant Washington était venue démentir les prétentions morales des conservateurs. Exceptionnellement, les démocrates se présentèrent comme des libéraux convaincus, osant même évoquer l'Amérique plutocrate. Ce revirement se produit à travers tout le pays, même au Kansas, où un démocrate populiste ravit son siège au si pieux Jim Ruin. Mais l'histoire que je préfère se déroule en Virginie, où le sénateur George Allen, dont on dit souvent qu'il pourrait être candidat présidentiel, fut battu par un certain Jim Webb, ancien combattant et ex-membre de l'administration Reagan. Allen puisait habituellement ses arguments politiques dans les pires passages du Petit Guide des États rouges et, en 2006, la nation tout entière put le voir alors qu'il s'adressait à un auditoire presque entièrement composé de blancs de la Virginie rurale. Se moquer d'un jeune homme d'origine indienne, en prétendant lui souhaiter la bienvenue en Amérique et dans le monde réel de la Virginie. Précisons qu'il s'agit d'un Indien originaire d'Inde et non d'un Indien amérindien. Mais cette fois-ci, le boss fut éliminé. Webb assénait son message économique à chaque occasion, et au lendemain de l'élection, il publia dans la presse un texte digne de Sockless, Jerry Simpson lui-même. Jeremiah Simpson, de 1842 à 1905, fut élu au Congrès et candidat du Parti populiste en 1891 et 1895. Orateur fameux, il gagna son surnom de Sans chaussettes après que l'un de ses adversaires républicains eut déclaré qu'il valait mieux porter des chaussettes en soie plutôt que de ne pas en porter du tout. La question politique la plus importante aujourd'hui, et malheureusement la moins discutée, affirma cet extrait réganien, c'est que notre société glisse progressivement vers un système de classe d'un type inconnu depuis le 19e siècle. La classe supérieure américaine est devenue infiniment plus riche et plus distante au cours des 20 dernières années, et il n'est pas injuste de dire qu'elle vit littéralement dans un autre pays. Rares sont les membres qui envoient leurs enfants dans les écoles publiques, et plus rares encore sont ceux dont la progéniture chérie participe à nos guerres. Des conseils d'administration incestueux votent régulièrement des indemnités de départ au-delà du raisonnable en faveur de présidents et autres responsables. Les emplois industriels disparaissent, de nombreux programmes de fonds de retraite s'effondrent à mesure des réorganisations industrielles.
La politique menée durant l'ère Karl Rove a été conduite pour diviser et détourner l'attention des gens qui se seraient normalement révoltés contre la détérioration de leur mode de vie. Karl Rove, c'est un stratège en communication politique et ancien secrétaire général adjoint de la Maison-Blanche. Cet ultra-conservateur fut le conseiller politique attitré de George W. Bush, dont il organisa les campagnes présidentielles de 2000 et 2004. Particulièrement visé par l'opposition démocrate et la justice américaine, Karl Rove a démissionné de ses fonctions officielles en 2006. Donc, la politique menée durant l'ère Karl Rove a été conçue pour diviser et détourner l'attention des gens qui se seraient normalement révoltés contre la détérioration de leur mode de vie. Les dirigeants de ce pays n'ont pas d'autre responsabilité que de lutter contre l'injustice grandissante qui va de pair avec l'ère de la mondialisation. Ce miracle fut toutefois de courte durée. Les démocrates se sont emparés des deux chambres composant le Congrès, mais alors que j'écris ces mots, ils n'ont pas fait grand-chose pour lutter contre les injustices dont Webb fait la liste. Le PDG continue de quitter les entreprises. Les PDG continuent de quitter les entreprises qu'ils ont eux-mêmes coulées. Les exemples les plus récurrents sont Merrill Lynch et la Citibank, avec en poche des primes de dédommagement de plusieurs millions de dollars au moment même où les pauvres se voient chassés de leur domicile par les saisies. Parmi les républicains qui comptent bien succéder à George W. Bush, personne ne revient sur l'orthodoxie économique, cadeaux fiscaux, dérégulation et privatisation. Et si la flamme populiste continue de brûler ici ou là dans le camp démocrate, les milliardaires qui en soutiennent les leaders sont bien décidés à confirmer définitivement le nouvel évangile démocrate selon Clinton. L'avenir nous en dira plus. Et c'est la fin de Pourquoi les pauvres votent à droite de Thomas Frank.